Bonjour. On commence donc la deuxième séance avec la participation tout d'abord d'Alan George qui vient d'Oxford, la Khalili Research Center. Et merci beaucoup, Alain, d'être ici. Merci, Nouria. Merci au professeur Desroches pour nous avoir rassemblés ici. Et je veux aussi remercier Hassan Chahdi, le voilà, pour tout son travail sur l'organisation, y compris dans les moments où l'organisation est devenue compliquée. Donc c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et je vais vous parler d'un sujet qui a donné beaucoup de fil à retordre aux spécialistes des Corans anciens. Comme ça a déjà été mentionné ce matin, l'étude des Corans anciens dans les sciences historiques modernes a commencé au XVIIIe siècle, donc on en est à plus de 2 siècles, mais pendant très longtemps, la question de la datation et de la provenance de ces Corans est restée un problème majeur. Et la raison, c'est la forme sous laquelle ce corpus nous est parvenu, des centaines de milliers de feuillets. Donc, ils sont parmi les témoins de l'islam ancien les plus nombreux, mais des feuillets épars dans de grandes collections historiques, avec un manque complet de colophons et presque complet d'autres données historiques. Et donc, pendant tout le XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle, on a eu finalement ce problème qui est resté central et qui a fait que l'apport de ces manuscrits aux études coraniques et aux études sur l'histoire de l'art est resté mineur. La phase actuelle où nous nous trouvons en termes scientifiques a commencé en 1983 avec la publication du catalogue des Corans anciens de la Bibliothèque nationale par le professeur Desroches. Un catalogue où il adopte une nouvelle méthode qui est inspirée de la paléographie latine et qui est tout simplement l'analyse méticuleuse des types d'écriture, lettre par lettre, ce qui lui a permis de former des regroupements et d'identifier des styles qu'on retrouve au sein de séries de manuscrits. Donc à partir de là, et comme il l'a noté lui-même dans des publications de cette époque, on avait une base pour commencer à comprendre, à regrouper d'abord, et ensuite à contextualiser ces Corans anciens. Alors ça a pris du temps, mais à partir des années 2000, on a vraiment commencé à faire des progrès dans ce domaine particulier. Et au cours des ans, un corpus de Corans omeyyades, datant des années 690 à 730, 40 ou 50 environ, a commencé à être identifié avec de plus en plus de clarté. Donc, on est aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale qui est que les Corans omeyyades, qui sont parmi les plus anciens qui survivent, alors il y a un corpus bien sûr qui est encore plus ancien, sont les mieux connus, les mieux identifiés de toute cette masse de matériaux. Et nous avons 4 types d'écriture en particulier qu'on peut clairement attribuer à l'époque omeyyade. Vous les voyez ici, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas faire long. Et pour des raisons liées principalement au fait qu'il y a des manuscrits impériaux et au fait des témoignages qui survivent dans les inscriptions, on peut attribuer la plupart de ces écritures à la Grande Syrie historique, au Levant. Et on a aussi une indication pour l'écriture de type B1, B2, que vous voyez en bas, qu'elle existe déjà dans la région de la Mecque, vers l'an 700. Mais on ne sait rien, pour le moment, de ce qui se passe à cette époque ailleurs. À commencer par l'Irak. L'Irak
qui est la grande terre de peuplement musulman au tout début de l'islam, et qui voit naître les premières grandes villes purement musulmanes, Koufa et Basra, dès le 7e siècle. On ne sait pas non plus ce qui se passe au Maghreb, dans l'Occident musulman, à cette époque. Par d'autres biais, on en sait un peu plus aujourd'hui, par contre, sur ce qui se passe au 9e siècle, au 3e siècle de l'Hégire. Et là, nos instruments de datation et d'attribution des provenances sont autres. Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les manuscrits de type D2 ont un lien avec le Maghreb. Et là, j'utilise la classification de Desroches. Donc, on ne connaît pas les noms d'origine de tous ces Corans, de toutes ces écritures. Donc, on a une classification alphanumérique. D3, certains manuscrits ont des types de vocalisation qui sont clairement du Maghreb, donc ils doivent avoir été produits là-bas. Et il y en a d'autres qui ont des vocalisations du Mashriq, Syrie, Irak, Iran. Donc il semble que D3 ait une aire de diffusion large. Pour ce qui est de D1, on a une indication claire à partir d'un Coran qui est le Coran d'Amajour, qu'elle est probablement écrite en Syrie, Grande Syrie, et à partir du système de vocalisation, probablement à Médine aussi. Donc, si je résume, il y a eu vraiment des avancées importantes dans ce domaine particulièrement difficile depuis une vingtaine d'années. Mais vous voyez qu'il reste un trou béant dans cette carte. Et ce trou, c'est l'Irak, qui devient, à partir de l'an 750, l'année de la révolution abbasside, non seulement le plus grand centre de peuplement musulman, avec des villes qui abritent les penseurs, les grands courants religieux, etc., mais aussi la capitale politique du monde musulman, et Bagdad devient rapidement une des plus grandes villes du monde à cette époque où elle est fondée. En fait, on ne sait rien, quasiment, des Corans de l'Irak depuis les débuts de l'islam jusqu'au IXe siècle. C'est seulement assez tardivement, dans le Xe siècle, qu'on commence à avoir des données qui se précisent. Alors j'ai mis un signe d'avertissement pour moi-même, en fait, pour me rappeler de vous dire qu'il y a une question méthodologique ici, c'est qu'une fois qu'on arrive à attribuer un type d'écriture à l'Irak, dans l'état actuel de nos connaissances, ça veut dire qu'on sait que l'écriture était pratiquée dans cette province, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle y était limitée. Et donc, un Coran de style F1, par exemple, n'est pas forcément irakien. Et je vais préciser ça un peu plus dans quelques minutes. Donc, je vais essayer d'apporter quelques données nouvelles sur cette question en utilisant l'apport des monnaies qui sont assez bien connues grâce aux travaux des numismates, mais dont l'écriture n'a pas encore été regardée de très près pour cette période qui m'intéresse, qui est le tout début de l'époque abbasside. Donc je vais commencer vers la fin des Omeyyades, les années 740, jusqu'aux années 750, 60, voire 70. Je vais regarder ce que peuvent nous apporter les monnaies, et ensuite je vais élargir un peu le champ en utilisant certaines inscriptions sur pierre de l'époque. L'époque marouanide, c'est-à-dire le sommet de l'époque omeyyade, commence dans les années 690 avec l'édification de grands monuments comme la coupole du rocher à Jérusalem, mais aussi avec une réforme majeure des monnaies. Depuis l'Antiquité, les monnaies sont figuratives. On y voit le portrait du souverain et une image qui représente la religion, qu'elle soit mazdéenne en Iran ou chrétienne. Et pendant quelques décennies, les musulmans suivent ce précédent jusqu'à 697, l'an 77 de l'Hégire, où ils font table rase et ils placent l'écriture arabe au centre de leur monnaie. Et cela se passe à un moment
de codification de l'écriture arabe qu'on constate clairement à la coupole du rocher, justement. Donc on a les premiers dinars, les monnaies d'or, qui sont frappées à Damas à cette époque. Et l'écriture devient la projection visuelle de ce nouvel empire qui porte la religion naissante de l'islam, naissante surtout sous sa forme dogmatique officielle. Après la première réforme de Damas, il y en a une deuxième, moins spectaculaire, à quelques années d'écart, qui se passe en Irak, à Wasit. Wasit est la nouvelle capitale fondée pour cette province par les Omeyyades à ce moment-là, parce que Koufa et Basra sont très difficiles à contrôler. Et on voit apparaître, avec le gouverneur Al-Hajjaj ben Yousuf al-Thaqafi, un nouveau type de monnaie d'argent qui reprend le type de Damas, mais qui rationalise l'écriture, qui la rend plus géométrique et finalement plus en ligne avec ce qui se fait dans les inscriptions monumentales et les Corans à partir des années 690, c'est-à-dire une codification de l'écriture très rapprochée. Et Wasit va rester, pendant tout le reste de la période omeyyade, le centre pour la frappe des monnaies d'argent de toute la moitié est de l'Empire. Alors il faut se rappeler comment sont fabriquées ces monnaies. On a des ateliers de fabrication qui sont normalement surveillés de très près par le gouverneur de la province, parce que l'émission de la monnaie, c'est une faculté souveraine essentielle pour l'économie. Donc il garde l'œil et la main sur tout ça. Et on a des artisans spécialisés qui vont créer les coins, c'est-à-dire les matrices métalliques sur lesquelles est gravée l'image de la monnaie. Et ensuite, une fois qu'on a un coin pour l'avers et un autre pour le revers, on peut frapper les monnaies dans des ateliers. Et donc il semble que le processus est que les coins, les matrices sont fabriquées à Wasit ou à Damas pour les provinces occidentales, et qu'ensuite on en envoie certaines dans des capitales provinciales où ils peuvent utiliser leur propre argent pur pour frapper des monnaies qui sont contrôlées de cette manière par les Abbassides. Donc le type de Wasit, qui apparaît en 86, 705-706, continue d'exister pour tout le reste de la période omeyyade. Quand on commence à y regarder de plus près, on voit qu'il y a un affinement graduel des formes des lettres. Je vais juste vous montrer un exemple. Donc, l'âme Aleph, ici, a une forme assez carrée, dans le sens où les deux antennes de la lettre sont assez élargies, assez lointaines. Et là, on va vers une forme qui est plus resserrée et plus verticale. Il y a une plus grande élongation verticale. Et dans ce sens-là, les monnaies sont très intéressantes, puisque les matrices s'usent rapidement, à force d'être frappées. Et puis, pour le côté qui porte la date, de toute façon, il a besoin d'être fait chaque année. Mais les matrices sont continuellement recréées. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un affinement graduel dans la forme de l'écriture de ces monnaies. Un affinement qui mène à la toute fin de l'époque omeyyade. Donc là, on est dans la dernière année de l'ère omeyyade et aussi dans les dernières monnaies qui sont frappées à Wasit, vers des formes qu'on peut rapprocher avec certitude des manuscrits. Alors, en jaune, j'ai marqué des lettres qui se rapprochent des écritures B1b et B2, qui sont elles-mêmes deux écritures proches et qui ont certaines nuances dans les manuscrits qui se perdent finalement à l'échelle d'une monnaie, puisqu'on est à une échelle de 2 cm de diamètre environ. Si vous regardez l'âme Aleph qui est allongée verticalement,
avec ces deux, en forme de X finalement, c'est une forme de B2. Le Ha à gauche, qui va clairement sous la ligne, c'est du B2 typique. Le Ha en haut, qui croise la ligne, et le Mim qui est arrondi, qui va sous la ligne, ou encore le Aleph indépendant, qui a un retour qui revient un peu vers le haut. Toutes ces formes nous rappellent B1B, B2, et particulièrement dans le cas présent, B2. Par contre, il y a une forme de lettre qui ne colle pas vraiment, c'est le Nun final, qui est arrondi dans ces monnaies. Ce n'est pas la forme des écritures de type B. Et puis, il y a un changement plus subtil, mais qui en fait rapproche visuellement la monnaie du manuscrit, c'est l'utilisation du mashq, c'est-à-dire l'élongation horizontale de la lettre, qu'on commence à trouver de plus en plus clairement, plus on avance dans l'époque omeyyade. Alors vous voyez qu'au début, il n'existe pas du tout pour le même mot, et il devient très important au cours du temps. Avec la révolution abbasside en 750, alors je vous montre aussi un manuscrit pour vous permettre de mieux visualiser les comparaisons entre les lettres. Donc en 750, avec la révolution abbasside, l'hôtel des monnaies, l'atelier des monnaies de Wasset semble être transféré à Koufa. Et les Abbassides ont leur base politique, bien sûr, en Irak. Et ils créent une nouvelle capitale qui s'appelle Al-Hashemiyya. Et Al-Hashemiyya va utiliser le type des monnaies de Damas. Donc c'est Koufa qui continue la tradition de Wasset. Les artisans ont l'air de se déplacer et on retrouve tout à fait les mêmes formes. Et le revers de la monnaie à votre droite est modifié. Il y a un nouveau texte, Muhammad Rasulullah, qui est introduit avec des formes qui sont encore une fois clairement du B2. En parallèle, on a à Hachemiyya, puis à Bagdad, qui est fondé en 762, le type des monnaies de Damas, qui continue. Donc il semble que les artisans de Damas sont amenés en Irak au tout début de l'époque abbasside, mais ça dure juste quelques années. Et on retrouve pendant une année des monnaies de type damascin frappées à Damas. Donc il semble qu'ils sont renvoyés là-bas, puis ils finissent finalement au chômage, autant qu'on peut le savoir. Donc dans sa nouvelle capitale, Bagdad, Madinat al-Salam, Al-Mansour, le deuxième calife abbasside, frappe des dirhams et des dinars de type syrien avant de passer au type irakien vers 148. Et donc, il y a un retour vers des écritures de type B1B, B2. Celle qu'on voit ici s'apparente plus clairement à B2, qui est une écriture compacte, alors qu'il y a beaucoup plus de finesse, d'élongation dans B1B, comme on la retrouve dans les premières monnaies irakiennes. Et donc ma conclusion est que les artisans qui frappent ces monnaies ont comme modèle des Corans dans ces types d'écriture et que l'instruction qui leur est donnée est de se rapprocher dans leur production des écritures B1B et B2. Et donc que B1B et B2 sont des écritures qui existent en Irak dans cette période de transition. Vers 163, donc sous le règne d'Al-Mahdi, le successeur d'Al-Mansour, on a cette série de monnaies qui est intéressante parce qu'elle mélange des caractéristiques de différentes écritures. En jaune, vous avez encore une fois B1B, B2, mais en orange, on a tout à fait autre chose. Ce sont des écritures ou des formes de lettres de type F1 dans la classification de Desroches. F1 est une écriture qui nous est surtout connue
à travers ce manuscrit que vous voyez ici et qui est dispersé parmi des collections à travers le monde. Il est intéressant de voir qu'il ne figure pas au catalogue de la Bibliothèque nationale et je crois qu'il ne figure pas non plus dans la collection de Fustat. Je n'ai pas encore vérifié s'il figure dans la collection de Damas, mais il y a un fragment F1 certainement à Damas. Et donc, on retrouve des bornes miliaires abbassides qui sont écrites en F1 d'une manière assez claire. En jaune, le F1, et en bleu, ce qui diverge du F1. Alors vous voyez que dans le cas de cette borne, qui est de la région entre l'Irak et l'Arabie saoudite moderne, donc proche de Koufa, les formes jaunes se rapprochent fortement de la forme manuscrite de F1, mais il y a encore le alef indépendant et le ra, qui sont plutôt des formes de B1b, B2. Alors il y a deux hypothèses possibles. Soit les artisans qui gravent la pierre ont un répertoire de B1b, B2 et choisissent d'en garder certains traits, soit ce qu'ils gravent là, c'est une écriture coranique qui a des éléments des deux groupes et qu'on ne connaît pas aujourd'hui à travers les manuscrits. Toujours est-il que F1 est clairement représenté dans les bornes miliaires de l'époque et également dans des inscriptions abbassides califales de la Mecque qui sont en cours de publication par Mehdi Chadel à Leiden, qui a bien voulu me montrer les photos sur lesquelles il travaille. Et cette inscription que vous voyez à droite est particulièrement intéressante, d'abord parce qu'elle nous donne certaines formes de lettres supplémentaires, plus proches de F1, mais surtout parce qu'elle est au nom d'As-Saffah, le premier calife abbasside, donc on sait qu'on est au tout début de l'époque omeyyade. Alors cette inscription-ci est du nord-est de l'Arabie, Rouchariyat, qui est une localité qu'on ne connaît pas précisément, mais qui existe dans les dictionnaires géographiques. Et l'homme en charge de la faire réaliser s'appelle Yaqtin ben Moussa. Il est intéressant parce qu'il est bien connu des sources comme un serviteur zélé des Abbassides, qui est lui-même koufiote, qui vient de Koufa. Donc on a cette connexion avec l'Arabie et avec Koufa dans le cas des écritures F1, qui est confirmée par l'inscription que vous voyez ici, qui est peinte et qui est d'Arrabaza, qui est un site archéologique en Arabie saoudite à 200 km de Médine, donc on est vraiment dans le Hijaz, et qui est un F1 clair quand vous regardez lettre par lettre. Et puis, en plus des inscriptions de la Mecque que je viens de mentionner, il y a une inscription d'As-Saffah, qui est de la grande mosquée de Sanaa, au Yémen. Le style n'est pas tout à fait un F1, il a des terminaisons triangulaires qui se démarquent un peu de F1, mais on voit quand même qu'il s'en rapproche. Donc, on peut conclure que F1 existe comme écriture impériale au tout début de l'époque abbasside, dans les années 750 à 770, et que les Abbassides l'utilisent pour marquer leur présence également en Arabie et au Yémen, donc pas seulement en Irak, mais il est très probable que ce soit une écriture de l'Irak. De même, B1b, B2 existe à cette époque en Irak, existe probablement en Arabie, puisqu'on a une inscription de 700 qui la montre, mais c'est moins certain. Et on a une inscription de 723 de la Jordanie moderne, dans ce style, qui montre qu'à la fin de l'époque omeyyade, elle existe aussi en Syrie. Et il me semble que les Abbassides utilisent ces deux écritures, peut-être d'autres aussi, pour projeter leur pouvoir et leur identité visuelle, de même que les Omeyyades, quelques décennies auparavant,
avait utilisé deux autres écritures, O1A et C1A, pour faire de même, bien que les témoignages soient, dans ce cas-là, en Syrie. Et c'est un processus de choix et de production des écritures qui se situe très près des cercles de pouvoir. Et donc le fait qu'on soit dans des inscriptions impériales et des monnaies nous permet finalement de remonter un peu la chaîne de commandement qui s'articule et qui finit par arriver au niveau des artisans. Et je vais finir par une remarque générale à laquelle je ne m'attendais pas vraiment quand j'ai commencé à préparer cette recherche, c'est que tout ça nous ramène aussi vers la ville de Koufa en particulier, qui semble être un centre où les écritures coraniques foisonnent à ce moment-là. Et bien sûr, ça nous ramène au dire des sources arabes qui attribuent au peuple de Koufa, aux gens de Koufa, la naissance des écritures angulaires. Alors, on a aujourd'hui une vision beaucoup plus fine de ces processus. On sait que la Syrie joue un rôle primordial au tout début. On sait que le Hijaz fait aussi partie de ce processus. Mais effectivement, l'Irak est central comme on s'y attendait, et Koufa semble être un centre important pour les écritures coraniques anciennes. Merci pour votre attention.